Bonjour. Alors, donc cette semaine, je vais vous parler, c'est la première partie sur les voies épigénétiques impliquées potentiellement dans le cancer. Ici, je vous montre les trois grandes voies dont on a déjà parlé pendant les cours précédents. Donc, la méthylation de l'ADN, les modifications des histones et le remodelage des nucléosomes. Et donc, pendant cette première partie, je vais vous parler surtout des voies impliquant la méthylation de l'ADN. Et au cinquième cours, dans 2 semaines, je vais vous parler des voies impliquant les histones et les modificateurs des histones et les protéines qui se lient à ces modifications, ainsi que les complexes de remodelage des nucléosomes. Alors, je veux tout d'abord vous réintroduire comment on est arrivé là. Donc, je vous avais déjà décrit un peu la révolution que le séquençage des génomes de plusieurs tumeurs a été. C'était vraiment un point clé dans la compréhension des bases épigénétiques du cancer, en plus de tous les autres gènes qui étaient trouvés comme étant mutés, et aussi tous les réarrangements et changements au niveau de l'organisation du génome. Et ici, je vous montre l'image que j'avais déjà montrée. Donc ça, c'est un génome d'un cancer type avec chaque chromosome montré ici et le type de changement qu'on peut trouver, donc des réarrangements inter- ou intra-chromosomales, des mutations ponctuelles d'un nucléotide dans le génome, mais bien sûr, il y en a beaucoup. Et je vous ai décrit comment les voies épigénétiques peuvent avoir un impact sur ces mutations et aussi sur les remaniements et les changements de nombre de copies, donc des amplifications géniques, des délétions, etc. Donc, grâce à ces études, qui continuent, nous commençons à avoir une encyclopédie en fait, de toutes les mutations possibles qu'on peut trouver dans les génomes des tumeurs. Donc, je vous montre ici encore un des papiers, mais qui vous ramène à un site web où on peut chercher différents types de mutations dans des tumeurs qui ont été séquencés à côté des tissus sains. Et ça, c'est très important. Comme j'ai insisté il y a 2 semaines, il y a des mutations, il y a aussi des polymorphismes entre nous. Et donc, pour être sûr de ce qui est quelque chose de spécifique à une tumeur, il faut quand même avoir les tissus sains, le génome de l'individu pour comparer. Et grâce donc à cette compilation de mutations, les chercheurs ont commencé à réaliser qu'une grande partie des nouvelles mutations détectées, dont on n'était pas tellement au courant, donc on avait découvert des suppresseurs de tumeurs, des oncogènes, mais il y avait donc une surprise dans ces tumeurs qui ont été séquencées, parce qu'il y a eu la réalisation qu'il y a beaucoup de facteurs impliqués dans la chromatine, la régulation de la chromatine et des facteurs donc, épigénétiques. Et donc une mutation, un changement au niveau d'un facteur épigénétique peut bien sûr avoir un impact sur tout le génome, une partie du génome. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Donc là, je vous montre une diapositive qui fait un peu peur, mais en fait, c'est juste la continuation de ce que je viens de vous montrer. Donc, dans ce papier, c'est juste un papier que je vous montre ici. Il y en a plusieurs d'autres, encore plus récents. Mais ici, ils ont regardé donc, presque 5000 tumeurs à partir de 13 sites différents dans le corps pour identifier les éventuels facteurs mutés qui sont associés à la chromatine et qui pourraient être ce qu'on appelle des drivers, donc des facteurs qui participent au processus de tumorogénèse, donc pas des passagers, pas des mutations qui arrivent et qui sont là. Donc ce n'est pas quelque chose de simple, identifier les facteurs qui sont réellement
impliqués dans le processus de tumorigénèse, on en a discuté. Le test ultime, c'est des tests fonctionnels en fait, mais chez l'humain, on ne peut pas vraiment faire des tests fonctionnels. Et donc on passe souvent à la souris, et vous allez voir plusieurs exemples de ça pendant mon topo aujourd'hui. Mais en prenant les données qui existent des génomes, des mutations trouvées, et quand c'est possible, à partir des tumeurs où on a par exemple une évolution, donc on peut avoir le tumeur primaire plus métastase, on peut commencer à voir si certains de ces facteurs sont effectivement impliqués. Donc ce n'est pas simple, et en fait c'est un des défis actuellement dans le cancer, dans la compréhension du cancer, c'est comment intégrer différents types de données pour essayer de sortir de tout ça les facteurs clés dans le processus. En tout cas, ici, je vous montre une tentative par le groupe que je viens de citer. Donc ici, vous voyez, en fait, c'est la fréquence de mutation dans différents types de facteurs impliqués dans la chromatine. Ce n'est pas grave si vous ne les voyez pas, mais il y a plusieurs types de protéines ici, des méthyltransférases des histones, des méthyltransférases de DNA, etc. Et ici, c'est le taux de mutation qu'on trouve dans différents types de cancers, donc cerveau, sein, colorectal, hématopoïétique, etc. Et ici, avec ce type d'approche intégrée, qui est une approche plutôt c'est de la biologie des systèmes, en fait, où on essaie vraiment de trouver quels sont les facteurs clés, les chercheurs ont essayé de trouver si certains de ces facteurs sont effectivement significativement impliqués dans tel ou tel type de tumeur. Donc voilà, ici, c'est les carrés bleus qui indiquent ceci avec les mêmes gènes ici. Donc, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de candidats, et il y en a qui ont été avérés comme étant réellement impliqués, comme vous allez le voir. Donc ici, c'est un peu plus simple. Je vous fais un résumé de l'état des choses. C'était en 2013 dans une revue où les facteurs connus pour avoir un rôle dans l'épigénétique ont été pris et qui étaient mutés dans des tumeurs. Et donc vous voyez, il y a beaucoup de facteurs impliqués dans les modifications des histones. Donc je vais revenir sur ce que c'est les writers, editors, readers et même les histones eux-mêmes. Des facteurs impliqués dans le remodelage de la chromatine et les facteurs qui sont impliqués dans la modification de l'ADN, comme pour la méthylation. Et donc, de manière très simpliste, je vous montre ce que ça veut dire. Donc, la méthylation de l'ADN, qui est donc une marque épigénétique, les modifications post-traductionnelles des histones, qui sont en différentes couleurs et qui jouent plusieurs rôles, comme je l'ai déjà décrit très longuement dans mes cours précédents, et donc les facteurs de remodelage qui sont absolument essentiels pour permettre l'accès à l'ADN, soit des facteurs de transcription, des protéines qui vont reconnaître une séquence spécifique, et ou les autres facteurs impliqués dans la modification de la chromatine. Donc voilà, on trouve un très grand nombre de gènes mutés qui sont impliqués dans ces voies. Et ici, c'est une autre manière de vous montrer ça. Donc les modificateurs de l'ADN sont montrés ici. Les modificateurs des histones et des nucléosomes sont montrés ici, donc les méthyltransférases, les déméthylases, les histones acétyltransférases, et ici les facteurs impliqués dans les complexes de remodelage. Et donc, comme je l'ai dit, cette semaine, je vais vous parler surtout de cet aspect-là, et dans 2 semaines, je vais vous parler du reste. Donc, pour revenir sur ce concept de writer, reader, editor, c'est juste une manière plus simple pour nous de retenir de quoi on parle. Mais très souvent, en fait, il y a des facteurs qui peuvent jouer plusieurs rôles à la fois, ou qui sont dans des complexes qui jouent différents rôles à la fois. Mais en tout cas, quand on parle de writer, d'écrivain, c'est les facteurs qui vont apporter les modifications. Et donc, quand il s'agit de la méthylation de l'ADN, donc c'est les DNA méthyltransférases
sur lesquels je vais revenir rapidement. Les éditeurs, dans ce cas-là, c'est les enzymes qui pourraient enlever cette forme de méthylation, la cytosine méthylée. Et en fait, vous allez voir, il s'agit plutôt d'une transformation, d'une oxydation de cette méthylation en hydroxyméthylation. Et c'est la première étape pour ensuite enlever totalement cette modification. Et puis les lecteurs, les protéines qui vont reconnaître ces modifications. Et il y en a plusieurs. Ici, de manière peut-être un peu étonnante, il y a moins de connaissances sur les facteurs mutés dans le cancer qui sont impliqués dans la lecture de la méthylation. Et je pense que c'est parce que nous ne comprenons toujours pas vraiment exactement comment cette modification est lue. Et probablement, il y a différentes manières, différents types de protéines qui peuvent venir lire cette modification, mais en tout cas, c'est clair qu'il y a des protéines qui s'associent de manière très spécifique à la 5-méthylcytosine, soit pour réguler l'expression des gènes, soit au cours de la réplication de l'ADN quand il faut propager ces états méthylés, ou soit au cours de la réparation de l'ADN où il faut probablement gérer la chromatine d'une certaine manière, non seulement pour pouvoir réparer l'ADN, mais aussi pour propager l'état qui était présent. Et pour être plus précis au niveau donc des facteurs qui sont impliqués dans ce métabolisme des modifications de l'ADN, ici je vous montre encore les writers, donc les méthyltransférases, DNMT1, DNMT3A et 3B, DNMT3L qui aide 3A et 3B dans ces fonctions. Les éditeurs, donc, comme je l'ai dit, qui transforment cette méthylcytosine en autre chose. Et donc là, il y en a plusieurs qui sont impliqués dans ce processus. Les enzymes TET en particulier et IDH auxquels je vais revenir. Et les lecteurs qui vont s'associer avec ces protéines. Et effectivement, il y a des mutations dans tous ces facteurs, dans divers types de tumeurs. Et en particulier dans les tumeurs des voies hématopoïétiques, donc les leucémies et les lymphomes, il y a un taux extrêmement élevé en fait, de mutations dans ce type de tumeurs. Vous allez voir, je vais revenir sur ça bientôt, mais dans différents types de leucémies ou de maladies prolifératives, ou comme les syndromes de myélodysplasie, on voit qu'il y a un taux élevé de mutations dans par exemple ici la de novo méthyltransférase DNMT3A, mais aussi dans les déméthylases, les TET et les IDH. Donc il semblerait que ces facteurs sont effectivement fréquemment mutés dans ce type de tumeur. Est-ce que c'est causal? On va voir ça. Donc ici, je vous rappelle, surtout pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, les profils de méthylation d'ADN qu'on trouve changés dans des tumeurs. C'est très simpliste, très générique, et comme je l'ai déjà dit, en fonction des tumeurs, on voit quand même des très grandes différences, mais globalement, la plupart des tumeurs montrent une hypométhylation générale quand on regarde le taux de méthylation généralement. Aussi de hydroxyméthylation, mais en fait, quand on regarde de manière plus précise où se trouve la méthylation et l'hydroxyméthylation, on réalise qu'il y a des changements, des différences entre tumeurs, et ces différences sont même utilisées pour classifier les tumeurs et sont utilisées surtout pour les leucémies et les lymphomes comme des profils, des biomarqueurs pronostiques qui permettent de classifier les différents types de tumeurs et de prévoir quel type de tumeur, comment l'évolution de ce type de cancer va se passer. Et donc ici, je vous montre de manière un peu plus précise les profils généraux qu'on trouve de méthylation dans une cellule normale. Donc la méthylation de l'ADN, je vous le montre encore une fois avec ces petits ronds noirs. Et donc
en général, les promoteurs des gènes qui contiennent très souvent des îlots CPG, donc qui sont des régions plus denses en CPG, qui peuvent être méthylés, mais en fait, en général, dans les cellules normales, les îlots CPG ne sont pas méthylés au niveau de leur ADN, sauf dans certains cas, comme les gènes qui sont impliqués dans la lignée germinale ou certains gènes qui sont développementales. Mais la plupart des gènes, en fait, même si les gènes peuvent être réprimés, ce n'est pas via la méthylation de l'ADN, c'est via d'autres types de changements chromatiniens. Par contre, dans le cancer, on voit une grande proportion de gènes qui sont hyperméthylés au niveau des îlots CPG. Donc même s'il y a une hypométhylation généralisée dans les tumeurs, au niveau des îlots CPG, on voit souvent une hyperméthylation, donc une méthylation aberrante. Mais on voit aussi, dans certains cas, des gènes qui sont hypométhylés, donc des promoteurs des gènes qui ne sont pas méthylés. Donc on voit un peu tout, mais la semaine dernière, je vous avais parlé beaucoup de ça parce que dans certains cas des suppresseurs de tumeurs, on voit cette méthylation du promoteur qui est associée avec une inactivation des gènes suppresseurs de tumeurs qui peuvent participer au processus du cancer. Et l'autre endroit où on voit un changement des méthylations, c'est au niveau des répétitions, donc les régions intergéniques qui sont très souvent associées à des répétitions. Et là, ces éléments répétés qui peuvent parfois être capables de bouger, de se réactiver, d'être mobiles, très souvent sont hypométhylés et donc qui peuvent aussi jouer un rôle dans le processus de cancérisation. Donc ici, je vous montre donc, voilà, les différentes classes de régions dans le génome qui sont affectées par les changements de méthylation, donc les gènes, où on peut soit gagner, soit perdre une méthylation de manière aberrante, donc ça peut conduire à des épimutations, comme le gène MLH1 dont j'ai parlé, qui est impliqué dans la réparation de l'ADN, et donc en fait, quand on l'inactive par méthylation, il y a un taux de mutation beaucoup plus important, ou on peut avoir une méthylation de certains promoteurs développementales qui normalement ne sont pas méthylés, mais cette méthylation conduit à un figeage d'un état qui peut être un état non différencié ou dédifférencié. Donc ça aussi, j'en ai parlé la semaine dernière. Donc ça peut conduire à peut-être une augmentation de cellules dans un état moins différencié, donc cellules souches. Et les répétitions qui sont peut-être ou qui sont très importantes dans l'instabilité du génome, comme je l'ai décrit longuement la semaine dernière. Et finalement, il y a aussi une très grande partie du génome qui ne contient pas les gènes ni des répétitions, en tout cas pas des répétitions entières, des séquences répétées. Et donc ces régions-là contiennent très souvent les éléments régulateurs des gènes qui sont absolument essentiels pour une expression normale des gènes au cours du développement ou dans différents contextes somatiques aussi. Donc, je l'ai mentionné dans le deuxième cours, il faut que le gène soit dans un bon paysage. Les voisins, les séquences qui entourent le promoteur de gène sont très importants pour assurer que ce gène est exprimé au bon moment, dans un bon contexte. Il y a très peu de gènes qui sont exprimés tout le temps, donc on les appelle des gènes de ménage. Il y en a, eux, ils ont moins besoin de ces éléments lointains, mais la plupart des gènes ont des séquences qui sont très distantes. Et là aussi, on voit une méthylation aberrante, très souvent dans le cancer. Et je vais revenir sur ça un peu plus tard. Donc, pour vous rappeler encore, le taux de mutation des gènes dans les tumeurs varie, mais n'est pas forcément très élevé. Par contre, le taux de méthylation aberrant des gènes dans les tumeurs est très élevé. Donc, on dit que par moyen, par tumeur, on a 2 à 3 000 gènes qui sont méthylés de manière aberrante, alors qu'au niveau des mutations des gènes clés, ça peut être quelques-uns, quelques dizaines, jusqu'à quelques centaines en fonction du type de tumeur. Donc on pense que ces modifications épigénétiques sont très importantes, mais effectivement,
prouver qu'ils sont impliqués dans le cancer reste un défi, même si on a des cas très clairs où ça a été démontré. Et on pose aussi la question, et ça j'en ai pas beaucoup parlé encore, mais je vais revenir sur ce point bientôt, c'est les états de méthylation d'un gène peuvent aussi donner une certaine plasticité à son expression, une certaine variabilité qui pourrait participer au processus de tumorigénèse. Et bien sûr, la grande question, c'est tous ces profils aberrants qu'on trouve dans le cancer de méthylation, comment ils arrivent? Est-ce que c'est des erreurs, comme je l'ai dit la semaine dernière, qui sont peut-être liées avec l'âge, avec des processus de réplication où ça se passe mal, ou des mutations, des stress soit réplicatifs, soit génotoxiques d'autres types qui sont mal réparés. Et donc finalement, on peut avoir des erreurs dans la chromatine aussi. Ou est-ce que c'est via ces mutations spécifiques dans la machinerie épigénétique? Donc voilà. Et puis quand on regarde ces événements de méthylation aberrants, on s'aperçoit, comme je l'ai dit, que dans différents types de tumeurs, on voit des profils assez spécifiques. Donc ça pose la question, enfin on peut voir ça de deux façons différentes, et les deux sont vrais en fait. Est-ce qu'on voit des profils de méthylation différents dans différentes tumeurs parce qu'il s'agit de la cellule d'origine du tumeur qui était à l'origine, qui avait un état de méthylation particulier et donc qui continue à contribuer ce profil, même si ça peut changer et ça varie au cours du processus de tumorigénèse. Ou est-ce que ces profils aberrants en fait correspondent à des mécanismes précis qui se passent mal? Et donc le cas que j'ai cité la semaine dernière, qui est peut-être le cas le plus simple à imaginer, c'est effectivement quand on a des fusions entre un facteur qui est impliqué dans la modification de la chromatine et un autre facteur. Donc en fait, on peut mal cibler une machinerie épigénétique à certains gènes. Et donc on se retrouve avec des profils très, très précis parce que cette machinerie a été ciblée grâce à la séquence de l'ADN, que ce soit au niveau des répétitions ou que ce soit au niveau des régions régulatrices ou promotrices. Mais en tout cas, c'est effectivement une mutation, une fusion, qui conduit à un mauvais ciblage. Mais, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'autres situations où on peut se retrouver avec ce type de profil aberrant. Donc, pour revenir sur le processus de méthylation, les méthyltransférases et les déméthylases, ou les protéines qui sont impliquées dans l'enlèvement de la méthylation. Donc, cette diapositive, je l'ai déjà montrée, mais nous savons donc effectivement qu'il faut maintenir un état méthylé une fois qu'il est mis en place. Et ça, c'est peut-être le processus qui est le plus étudié. Donc, on a le maintien via une protéine qui s'appelle DNMT1, qui reconnaît de manière spécifique l'ADN hémiméthylé grâce à un autre facteur qui va justement s'associer au moment de la réplication à l'ADN hémiméthylé et qui va recruter cette protéine. Et donc, on reméthyle le bras hémiméthylé pour qu'on devienne méthylé. Donc, on a la DNMT1 et on a aussi les méthyltransférases de novo qui peuvent être ciblées donc, par d'autres facteurs et qui vont aller méthyler une cytosine dans un contexte CPG sans avoir besoin d'une méthylation préalable. Mais ces enzymes sont quand même capables d'aller méthyler l'ADN hémiméthylé aussi. Donc leur activité ne cible pas que l'ADN non méthylé. Elles peuvent être ciblées à un ADN hémiméthylé. Et il y a ce facteur-là qui n'est pas une méthyltransférase en soi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une activité enzymatique, mais qui s'associe avec DNMT3A et 3B et qui permet leur activité plus efficace. Et puis, il y a ces facteurs, les enzymes têtes, et je vais revenir sur ces enzymes bientôt, donc les 10-11 translocation enzymes, vous allez voir d'où ça vient, ce nom, mais donc qui sont impliqués dans cette oxydation de la méthylcytosine en
en 5-hydroxyméthylcytosine. Et donc on peut perdre la méthylation soit par une perte passive, donc en absence de DNMT1 par exemple, soit de manière active via les enzymes TET. Donc est-ce que cette machinerie, différentes parties de cette machinerie sont vraiment impliquées dans le cancer? Alors, avant de parler plus précisément de ça, je voulais quand même vous rappeler un peu de chimie, très, très basique, mais donc voilà la cytosine, la déoxycytidine qui devient méthylée grâce à l'ajout de le S-adénosyl L-méthionine, le SAM. Grâce à cette enzyme, les méthyltransférases qui sont capables de le faire. Et donc le SAM, ce rajout méthyle qui est fait, donc qui est produit, ça je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais on en a déjà parlé. Une des voies, c'est la voie de folate. Donc on peut varier la quantité de SAM que nous avons grâce à la nutrition, donc avec l'acide folique. Et donc on transforme donc cette cytosine en 5-méthylcytosine grâce à l'aide de cette enzyme, ces enzymes méthyltransférases. Et alors, ça fait quoi? Cette modification en soi ne change pas grand-chose au niveau de la structure de l'ADN. La double hélice est comme il faut. Donc, quel est son rôle? Donc, je l'ai dit, je l'ai mentionné, il y a des lecteurs de cette modification. Donc, je voulais vous rappeler qu'effectivement, de manière très précise, il y a des protéines qui vont reconnaître la cytosine dans un contexte CpG quand elle est méthylée et qui vont se lier dessus. Donc, il y a plusieurs types de protéines MBD, on les appelle Methyl Binding Domain Proteins. En particulier MSCP2, c'est une des protéines la plus connue parce qu'elle est impliquée dans le syndrome de Rett. Et ces protéines probablement ne jouent pas un rôle seul, ils s'associent avec d'autres facteurs de la chromatine, comme les histones des acétylases, donc les HDAC, on les appelle, ces protéines peuvent s'associer avec les MBD et vont enlever par exemple l'acétyl sur des nucléosomes, sur des histones. Et ça c'est très important, on pense, parce qu'effectivement l'acétylation est associée avec une chromatine plus ouverte, plus propice à être transcrite, tandis que l'enlèvement de cette acétylation est associé avec une fermeture de la chromatine. Donc on pense qu'effectivement, très souvent, la présence de la méthylcytosine ramène des facteurs qui peuvent être impliqués dans la répression transcriptionnelle, que ce soit au niveau des gènes ou que ce soit au niveau des séquences mobiles comme les lines ou d'autres séquences. Mais il y a d'autres facteurs aussi, comme je l'ai mentionné, par exemple les facteurs qui s'associent à la méthylation pour propager l'état méthylé au cours de la réplication, qui doivent s'associer aussi de manière très spécifique à l'ADN, à la cytosine méthylée dans un contexte d'ADN hémiméthylé. Et alors je voulais aussi, puisque je vous parle de la chimie, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais au 6e cours, on va parler beaucoup plus des inhibiteurs. Donc la 5-acétidine et aussi la décitabine sont donc des analogues qui empêchent cette méthylation et donc qui sont utilisés en clinique. Et donc ça c'est important de savoir qu'effectivement on peut jouer avec la méthylation et ça peut être utilisé dans des traitements. Et vous allez voir qu'on commence à comprendre à quel niveau ces inhibiteurs ont leur impact au niveau de la régulation du génome. Alors, donc, pour revenir sur les méthyltransférases et les déméthylases et le rôle éventuel qu'elles ont dans le cancer, donc ça, je vous avais montré ça déjà la semaine dernière. On sait qu'effectivement, quand on perturbe DNMT1 dans des modèles murins, ça conduit à des tumeurs et à une instabilité du génome. Donc, comme je vous l'avais dit, c'est important d'avoir cette protéine probablement pour méthyler les séquences satellites qui se retrouvent près des centromères. Donc, on se retrouve avec des problèmes de mitose, de ségrégation correcte des chromosomes. Donc, on a une hypométhylation des séquences autour des centromères. Donc, on se retrouve avec des normes de chromosomes aberrants.
Et aussi, au niveau des éléments répétés, on peut avoir une réactivation aberrante quand il y a l'absence de DNMT1. Mais, comme je l'ai mentionné aussi la semaine dernière, il a été démontré que probablement il y a des problèmes aussi dans la réparation de l'ADN. Ça, c'est un thème qui va revenir encore et encore. Et donc, je voulais vous montrer en fait des données récentes qui montrent qu'effectivement, en absence de DNMT1, on voit qu'il y a des problèmes aigus de réparation de l'ADN, surtout par ce processus de mismatch repair. Et il a été montré très récemment qu'effectivement, les facteurs de mismatch repair recrutent DNMT1 au site d'endommage, et dans ce cas-là, d'endommagement oxydatif. Donc, quand on a une lésion due à une oxydation, un endommagement oxydatif, on voit qu'il y a la machinerie de réparation qui est recrutée. MLH1, le facteur qui peut devenir lui-même méthylé, et fait partie de ces facteurs. Et nous comprenons maintenant qu'il y a plusieurs facteurs chromatiniens qui sont aussi recrutés à ces sites avec cette machinerie. Et ici, je vous montre en fait que MSH6, qui est un de ces facteurs ici, qui est recruté très vite après ce type à ce type de lésion, est important pour recruter DNMT1. Donc ça, c'est en dehors de la réplication. Donc les endommagements de l'ADN vont aller recruter la machinerie de méthylation. Alors, est-ce que c'est important? Effectivement, c'est important parce qu'en absence de ce type de recrutement, on pense qu'on a une perturbation du processus de réparation normale. Il est postulé que peut-être le rôle de DNMT1 dans ce contexte-là est de réduire la transcription. Donc, quand il s'agit des régions qui sont en cours de transcription, peut-être il faut amener cette méthyltransférase pour empêcher la transcription qui pourrait interférer autrement avec la réparation de l'ADN. Alors, c'est un domaine qui est en plein exploration, donc c'est plutôt des hypothèses pour le moment. Les gens ne sont pas sûrs de la manière que DNMT1 joue son rôle, mais ça montre qu'effectivement, ce type de méthyltransférase n'est pas là simplement pour maintenir un état de méthylation au cours des réplications, mais aussi pour des situations de réparation des endommages. Et ce n'est pas le seul facteur, comme je l'ai dit, et je vais revenir sur ça la semaine prochaine. Il y a, comme vous voyez, il peut y avoir d'autres facteurs de la chromatine, comme les facteurs polycom et d'autres. Et donc, en fait, on pense que quand on a différents types d'endommagement de l'ADN, et donc ça peut être un stress oxydatif, mais ça peut être d'autres types de stress, donc aussi des irradiations. On génère une situation où il faut réparer, et en absence d'une réparation normale, quand tous les checkpoints, les contrôles du cycle cellulaire sont présents, soit on rentre en apoptose, donc on arrête tout, soit on répare, mais si on ne répare pas correctement, on peut se retrouver dans une situation d'instabilité du génome, et donc ça peut participer dans le cancer. Donc l'hypothèse, la manière que DNMT1 joue un rôle dans la tumorigénèse est peut-être en partie due à ça. Une absence de recrutement quand il y a différents types d'erreurs ou de stress qui vont endommager l'ADN, sans ce type de protéines, peut générer des problèmes. Et l'autre point que j'ai évoqué déjà, c'est qu'on peut perdre la mémoire. Donc en fait, la chromatine, quand elle est cassée ou soit un double bras ou soit simple bras, si la machinerie épigénétique n'est pas correctement recrutée, on peut se retrouver avec une situation où on perd la mémoire chromatinienne, et donc on peut se retrouver avec une situation aberrante, soit si c'est au niveau des éléments répétés avec une réactivation des éléments répétés, soit au niveau des gènes avec une épimutation. Donc voilà pour DNMT1. Donc il y a des nouveautés, on peut dire. C'est effectivement un lien avec la réparation de l'ADN.
Donc maintenant, je voulais vous parler plus des nouveaux méthyltransférases, DNMT3A et 3B. À quel point ces enzymes sont impliquées dans le cancer. Donc il y avait une étude qui a été publiée par le laboratoire de Rudolf Jaenisch, que j'ai mentionné déjà la semaine dernière pour ses études sur DNMT1. Donc il a utilisé un modèle murin pour des tumeurs colorectales. Donc c'est une souris qui a une mutation dans le gène APC. J'ai déjà parlé d'APC dès mon premier cours, je pense, ou le deuxième. Donc APC est un gène qui est impliqué donc, dans le cancer. C'est un suppresseur de tumeurs classique qui est absolument critique pour le processus de division cellulaire. Une mutation dans APC, dans un allèle d'APC, ne suffit pas pour déclencher un tumeur. Il faut un deuxième hit, donc, et il faut un autre événement. Donc ici, je vous montre en fait le modèle de Vogelstein dans les années 90, de cette manière progressive d'évoluer un tumeur de ce type. Donc en fait, une mutation dans APC avec une deuxième mutation, épimutation ou une lésion, une perte de l'autre allèle, peut conduire à des adénomes, mais en fait, il faut autre chose comme un oncogène, RAS par exemple, pour procéder à une tumorigénèse. Donc, il faut plusieurs événements pour qu'un carcinome émerge. Donc, ce qu'a fait Rudolf Jaenisch, c'est prendre des souris qui ont une mutation dans APC sur un allèle, et il a posé la question, est-ce que ça suffit en fait de déclencher une surexpression de ces de novo méthyltransférases pour générer des tumeurs? Donc, c'est je dirais une question assez simple. Est-ce que, en fait, une partie de la machinerie épigénétique suffit pour pousser vers des tumeurs? Et la réponse est oui pour DNMT3B et non pour DNMT3A. En fait, il a utilisé, donc là je ne vais pas rentrer dans les détails de comment faire ça chez la souris, mais chez la souris, on peut surexprimer de manière très précise un gène dans des tissus spécifiques avec des promoteurs qu'on appelle inductibles. On peut aussi déléter des gènes de manière conditionnelle. Et donc dans ce cas-là, il a surexprimé DNMT3B et il a vu qu'effectivement le taux de tumeur dans ces souris était 2 fois plus élevé et il y avait une taille plus grande des microadénomes. La même expérience avec DNMT3A n'avait aucun effet. Donc, une des deux de novo méthyltransférases était capable d'induire cette augmentation de nombre de tumeurs et de leur taille. Et puis, il a aussi montré qu'effectivement, si on regarde la méthylation des promoteurs des gènes, et donc là, il a regardé toute une sélection des gènes différents, donc, dans des tumeurs ou dans le côlon, dans les muqueuses normales, non pas dans le tumeur lui-même, il a montré qu'effectivement, il y a une hyperméthylation quand DNMT3B est exprimé. Donc, on augmente la méthylation dans les promoteurs de ces gènes. Donc, ça, c'est le contrôle donc sans surexpression. On voit que les blancs, en fait, c'est une absence de méthylation à des cytosines précises dans les régions 5' des gènes, mais en présence de DNMT3B, on voit qu'effectivement, il y a une méthylation beaucoup plus importante, et ça c'est mesuré par l'approche de bisulfite, de conversion bisulfite. Mais ce qu'il a remarqué, c'est que même dans les tissus sains, il pouvait voir une augmentation de cette méthylation. Donc ça veut dire que la surexpression de DNMT3B déclenche une méthylation de promoteurs de certains gènes, même avant ou même en dehors du tumeur, donc pourrait effectivement prédisposer à la tumorigénèse. Et en particulier, ici, les gènes que je vous montre, c'est une sélection de gènes de suppresseurs de tumeurs. Donc effectivement, le DNMT3B peut, en surexpression comme ça, jouer un rôle, on peut dire, oncogénique via la méthylation des suppresseurs de tumeurs. Donc on a déjà un allèle d'APC qui est muté, l'autre est OK.
Et avec DNMT3B, on va aller silencer, réprimer des gènes des suppresseurs de tumeurs. En tout cas, ça c'est l'hypothèse ou l'explication la plus simple. Bien sûr, il n'a pas fait des analyses extrêmement extensives dans ce modèle, parce que c'était déjà il y a bien longtemps maintenant, donc il n'avait pas fait d'analyse globale de tout le génome de l'état de méthylation. Mais en tout cas, c'était, je pense, des résultats relativement convaincants pour montrer qu'effectivement DNMT3B peut jouer ce rôle. L'autre point qui est important dans cette étude, il a montré que pas tous les gènes deviennent méthylés. Donc ce n'est pas une méthylation massive, même s'il n'a pas regardé tout le génome, il a regardé différents gènes. Il a vu qu'il y avait certains gènes qui étaient méthylés, mais pas tous. Il y avait aussi une méthylation des gènes soumis à l'empreinte, ça je ne vous le montre pas. Mais donc ça suggérait que la surexpression de DNMT3B n'allait pas saupoudrer tout le génome de méthylation, mais était dirigée vers certaines régions, probablement parce que effectivement, cette protéine va s'associer avec certains facteurs de transcription ou d'autres facteurs chromatiniens pour aller à telle ou telle partie du génome. En tout cas, c'est important parce que ça nous ramène à cette question, est-ce que finalement ces méthylations qu'on voit dans le cancer, c'est juste des processus un peu aléatoires, stochastiques qui arrivent et il y a une sélection pour faire une tumeur et au cours de la tumorigénèse, ou est-ce que c'est parce qu'effectivement il y a certaines régions qui deviennent de manière plus spécifique méthylées dans un contexte, en tout cas on a une surexpression de ce type de facteurs. Et donc c'est probablement le deuxième qui est le cas en tout cas dans ce qui était montré dans ce modèle de tumeur colorectale. Donc l'autre série de tests qui ont été faites, là aussi c'est le laboratoire de Jaenisch, il a délété ces de novo méthyltransférases et il a montré que la DNMT3A est capable effectivement de participer à la production de tumeurs du poumon. Et ici, en fait, c'était dans un contexte où il avait un modèle murin, où il y avait déjà une mutation dans l'oncogène RAS, ou dans le proto-oncogène. Donc, en fait, il y avait déjà un oncogène activé dans ces souris. Mais en soi, ça ne suffit pas, enfin si, ça induit des tumeurs, mais avec une efficacité qui est moins importante que quand on enlève DNMT3A. Donc en fait, DNMT3A, en absence de cette de novo méthyltransférase, il a pu montrer qu'il y a une croissance et une progression tumorale beaucoup plus importante qu'en présence de DNMT3A. On n'augmente pas le nombre de tumeurs, en fait. Le nombre de tumeurs reste pareil, mais c'est la vitesse à laquelle elles vont accroître et aussi leur capacité d'aller envahir, donc la capacité des cellules d'envahir et de métastaser qui étaient affectées en absence de DNMT3. Donc dans ce cas-là, DNMT3 agit comme un suppresseur de tumeurs, c'est-à-dire en absence de DNMT3, on commence à avoir une progression tumorale plus importante, mais l'absence de DNMT3A seule ne conduit pas à des tumeurs, en tout cas dans ce modèle. Et on voit que quand il a fait la même expérience avec DNMT3B, il n'y avait pas d'effet. Donc en fait, il fallait l'oncogène RAS et l'absence de DNMT3A pour voir cet effet. Donc voilà, c'est dans la progression tumorale que DNMT3A, cette de novo méthyltransférase, semble être important, enfin pour l'empêchement de la progression tumorale. Donc l'autre modèle qui a été publié, qui a été utilisé, c'était la délétion de DNMT3A et B dans un contexte hématopoïétique. Donc, comme je l'ai mentionné au départ, des mutations dans DNMT3A ont été trouvées dans différents types de tumeurs, et en particulier dans des tumeurs myéloïdes et lymphoïdes, donc les leucémies et les lymphomes. En particulier, une perte de DNMT3A a été trouvée dans presque la moitié des lymphomes de non-Hodgkin. Donc, ça suggère un rôle de DNMT3. Et il a été testé dans des souris knockout. Donc,
l'absence de DNMT3A dans une souris où DNMT3A a été délété de manière spécifique dans les voies hématopoïétiques conduit à une absence normale de différenciation des cellules souches hématopoïétiques. Donc, ça conduit à une accumulation des cellules moins différenciées, non différenciées, on peut dire. Et très clairement, la délétion de DNMT3A conduit très rapidement à des leucémies, enfin des leucémies qui sont présents, comme vous voyez, au bout de 300 jours, on voit une létalité des souris due à ce type de leucémie. Donc ici, vous voyez la rate d'une souris normale et la rate d'une souris où DNMT3A a été délété sur les deux allèles. Par contre, DNMT3B est rarement muté chez l'humain, en tout cas dans les leucémies et les lymphomes. Mais il a été montré qu'il y a des formes aberrantes de DNMT3B, donc des isoformes dues à un épissage différent. Et ces protéines-là semblent être impliquées, participer à certains types de lymphomes, donc à des formes accélérées de lymphomes qui sont induits par MYC. Donc en fait, quand les chercheurs ont délété les deux, donc DNMT3A et B dans ces souris, ce qu'ils ont vu, c'est que, comme je l'ai dit, DNMT3B seul ne fait rien, mais dans un contexte où DNMT3A est déjà délété, on voit une augmentation, enfin une efficacité, une rapidité de létalité plus importante. Donc il semblerait qu'effectivement, en absence totale de DNMT3A, l'absence de DNMT3B peut avoir un effet, va accélérer la formation des tumeurs. Donc ça veut dire qu'effectivement, les deux de nouveau méthyltransférases semblent être impliqués, mais DNMT3A semble être plus directement impliqué dans des leucémies et dans des lymphomes. Et alors, juste pour revenir un peu sur qu'est-ce qui se passe en fait dans ces lymphomes et dans ces voies hématopoïétiques, parce qu'il semblerait que la méthylation, la machinerie de méthylation est très importante dans les voies hématopoïétiques. Donc maintenant, il y a beaucoup d'études, et je n'ai pas le temps pendant cette année des cours de rentrer dans ça, mais nous savons qu'effectivement, ces méthyltransférases sont importants pour la différenciation des voies hématopoïétiques. Et l'absence de DNMT3A a été montrée comme étant important dans l'absence de sortie du auto-renouvellement des cellules souches hématopoïétiques. Mais quand les chercheurs ont regardé qu'est-ce qui se passe spécifiquement dans des cellules hématopoïétiques au niveau des îlots CPG, ils ont trouvé qu'il y a des gènes qui deviennent hyperméthylés et d'autres gènes qui sont hypométhylés. Donc il n'y avait pas un lien, je dirais, très, très direct. Mais voilà, pour résumer un peu la manière que les chercheurs imaginent que ça se passe, dans une cellule souche hématopoïétique qui se renouvelle à un taux normal, il y a une différenciation constante qui est produite pour produire tous les différents types cellulaires de notre système hématopoïétique, donc les cellules B, les cellules T, les cellules myéloïdes. Et en fait, la DNMT3A semblerait jouer un rôle dans ce processus. Et donc, en absence de DNMT3A, il semblerait qu'il y a une augmentation de l'autorenouvellement de ces cellules souches hématopoïétiques et des défauts de différenciation. Et probablement, et ça c'est l'hypothèse qui a été émise, c'est qu'il s'agit d'un défaut de la méthylation de certains gènes très spécifiques qui doivent être réprimés, méthylés, pour permettre une différenciation normale. Donc en absence de cette de novo méthyltransférase, on n'arrive plus à méthyler ces gènes souches, on peut dire, et donc en fait on n'arrive pas à sortir de cet état non différencié, on augmente le taux de cellules souches qui sont présents. Donc les cellules souches hématopoïétiques
continue à être renouvelée et donc il y a une diminution dans la population normale de cellules différenciées. Et c'est ça qui semblerait promouvoir les maladies donc, anormales prolifératives qui conduisent à une transformation et à des leucémies et des lymphomes. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, c'était pour vous montrer que, mis à part ce que je viens de vous montrer des tests fonctionnels chez la souris, DNMT3A et B sembleraient jouer un rôle à plusieurs niveaux. Donc là, je vous avais parlé des gènes très spécifiquement impliqués dans les cellules souches hématopoïétiques. Mais nous savons que ces méthyltransférases peuvent jouer un rôle dans la répression de différents promoteurs géniques, comme je l'ai dit tout au début. Donc, au niveau des gènes, par exemple, qui sont soumis à l'empreinte, ou les gènes qui sont exprimés que dans la lignée germinale, nous savons que ces méthyltransférases semblent être importants. Aussi dans la répression des éléments répétés, aussi pour le maintien, la mise en place et le maintien des empreintes, et dans les séquences péricentriques. Donc, même si ce que je viens de vous montrer avec un modèle assez simpliste de l'impact sur tel ou tel gène éventuel qui pourrait être impliqué dans les leucémies, ces méthyltransférases peuvent avoir plusieurs rôles, et on va revenir sur ça plus tard. Et donc, l'implication dans le cancer est toujours, je dirais, en cours de compréhension. Mais je pense qu'en tout cas, grâce à ce type de modèle murin, on est convaincu que ces protéines jouent un rôle clé dans le cancer. Donc maintenant, je vais me retourner aux enzymes qui résultent dans la perte de la méthylation de la cytosine via son oxydation, dont les enzymes TET. Donc ça, c'était, je dirais, la grande découverte dans les années 2007, 8, 9. Donc il y a eu la réalisation que la méthylation de la cytosine, c'était pas, on l'appelait la 5e base. En fait, elle n'était pas seule. Il y avait d'autres modifications, la 5-hydroxyméthylcytosine que vous voyez ici. Mais il y avait aussi d'autres modifications, et je vais revenir sur cela. Et donc, la réalisation que la 5-méthylcétosine n'était pas seule et pouvait même être transformée en d'autres modifications par les voies d'oxydation. Alors, je ne vais pas vous montrer ça ici, mais en fait, l'énergie requise pour enlever une méthylcytosine de point de vue nucléotidique est très importante. Par contre, si on fait une oxydation de cette méthylation et on produit une 5-hydroxyméthylcytosine, l'énergie requise est beaucoup moins importante. Donc en fait, l'idée c'est que peut-être cette transformation de méthylcytosine en hydroxyméthylcétosine est une première étape dans la perte de cette marque qui est beaucoup plus simple. Alors, en fait, c'était un peu une révolution pour nous dans le monde épigénétique parce que tout le monde pensait que la méthylation de l'ADN était une marque extrêmement stable et irréversible. Et la découverte de cette machinerie, je pense, a pas mal secoué tout le monde parce qu'effectivement, on a réalisé qu'on pouvait rajouter la méthylation et la perdre de manière active. Donc, voilà, ces enzymes TET, je vais revenir sur comment elles fonctionnent, mais ces enzymes qui sont capables de transformer la 5-méthylcétosine en hydroxyméthylcytosine et ensuite en 5-formylcytosine et en 5-carboxycytosine. Donc ces modifications progressives par oxydation peuvent ensuite conduire à une perte totale, soit via une décarboxylase ou soit via une voie de réparation qui est le système BER ou Base Excision Repair. Donc c'est différentes manières en fait de se débarrasser finalement de toute marque au niveau de la cytosine sans avoir appel à la réplication. Donc la question quand les chercheurs ont découvert ces différentes formes de méthylation et d'oxydation
est-ce qu'il y a un rôle, mis à part une voie de perte de la méthylation? Est-ce qu'il pourrait même avoir des lecteurs de ces modificateurs? Donc, je n'ai pas le temps. En fait, j'avais mis quelques diapositives, mais je réalisais que je n'aurais pas le temps de rentrer dans les détails. Mais il y a maintenant des études qui montrent qu'effectivement, ces différentes modifications elles-mêmes peuvent recruter différents facteurs. Donc, juste un mot sur les têtes. Bon, je ne peux pas vous donner beaucoup d'informations dans ce cours-là, mais en tout cas, il y a 3 enzymes qui ont été découvertes, TET 1, TET 2 et TET 3. Et toutes les 3, elles ont un domaine catalytique qui a donc ce qu'on appelle une pli bêta-helix, donc double-stranded beta-helix fold, qui est absolument essentiel pour cette activité. Et donc, c'est dans cette partie de la protéine qu'il y a les résidus critiques qui vont se lier au fer, en fait, et à la alpha-kétoglutarate, qui est absolument essentielle pour l'activité de ces enzymes. Donc, en fait, les têtes vont catalyser de manière oxydative la décarboxylation de la alpha-kétoglutarate, et il faut que vous reteniez ça parce que je vais revenir sur ça plus tard, et donc rend l'enzyme active pour convertir la 5-méthylcytosine en 5-hydroxyméthylcétosine. Donc ça, c'est la partie catalytique de ces protéines. Les 2 protéines TET1 et TET3 ont aussi un domaine qui s'appelle CXXC, qui est capable d'aller se lier aux îlots CPG, pas méthylés, mais non méthylés, mais donc reconnaître les îlots CPG. Mais la TET2 n'a pas ce domaine. Par contre, elle a un autre domaine qui est capable d'aller s'associer avec une autre protéine, IDAX. Donc, je ne vais pas vous rentrer dans les détails, mais en tout cas, le point commun de ces 3 enzymes, c'est ce domaine catalytique qui est capable donc de transformer la méthylcytosine en hydroxyméthylcytosine et ainsi de suite. Et donc, quels sont les rôles? Donc, en fait, une des choses que nous pensons et la manière peut-être la plus fréquente que ça se passe, c'est que les enzymes TET, quand elles sont présentes, et je dois dire, elles ne sont pas présentes dans tous les tissus, certaines TET sont beaucoup plus présentes dans certains tissus. Par exemple, TET2 est très présente dans les voies hématopoïétiques et dans les cellules souches hématopoïétiques. Et au cours du développement, les TET aussi ont une dynamique très différente. Donc, très certainement, elles sont là pour justement ajuster les profils de méthylation. Mais en tout cas, l'idée, c'est que les enzymes TET peuvent transformer la méthylcytosine en hydroxyméthylcytosine. Mais en fait, après, la perte est passive. Donc, c'est une modification active, mais une perte passive de la méthylation via la réplication. Donc, dans les cellules qui sont en train de cycler, effectivement, la présence de TET peut modifier en hydroxyméthylcytosine, mais cette hydroxyméthylcytosine, elle ne va pas être copiée, mais va rendre l'apparence d'une cytosine totalement non modifiée au cours des réplications. Donc ça, c'est la manière la plus simple d'imaginer qu'on perd la 5-méthylcytosine, c'est via une transition en 5-hydroxyméthylcytosine et ensuite une perte passive par réplication. Mais aussi, on peut avoir une modification active et une restauration active. Donc on peut passer de la 5-méthylcytosine en 5-hydroxyméthylcytosine, phomocytosine, etc. Donc, via ces enzymes TET, on peut continuer le processus oxydatif. Et ensuite, ça peut déclencher le processus, comme je l'ai dit, d'excision et de réparation précise. Et donc, en fait, là, on va enlever et réparer la cytosine et ainsi perdre cette modification. Donc ça, c'est les 2 manières éventuelles que les TET peuvent agir pour conduire à une perte. Et l'autre manière qu'elles pourraient agir, c'est effectivement d'avoir des rôles, soit dans le recrutement de facteurs de transcription, soit dans le recrutement d'autres facteurs de la chromatine,
soit dans les voies de réparation. Et là, vous allez voir que c'est une voie effectivement qui semble être importante, en tout cas dans le cancer. Donc voilà, les têtes, en fait, une partie de leur découverte se doit au cancer. C'était la réalisation dans certaines fusions avec MLL. Donc je vous avais parlé de ça la semaine dernière. Donc c'est une multitransférase des histones, MLL, qui se fusionne avec beaucoup de différents facteurs. Il y a plus que 50 partenaires qui ont été décrits et qui sont impliqués dans la leucémie myéloïde aiguë. Et TET1 était un de ces partenaires. Donc c'est comme ça que les têtes commençaient à être explorées, je dirais, de manière plus précise. Mais en fait, il s'avère que probablement dans ce cas-là, la fusion TET1 qui a été générée n'avait plus sa capacité oxydative. En fait, la partie catalytique était probablement touchée. Par contre, elle pouvait recruter certainement d'autres facteurs et donc conduire à un ciblage aberrant de ces facteurs à des gènes cibles de MLL. En tout cas, je dirais que ces têtes sont vraiment rentrées dans le radar des chercheurs grâce à cette étude et par ces études dans des tumeurs et le séquençage des tumeurs où il a été réalisé qu'effectivement il y avait un taux très élevé, en particulier de tête 2, de mutation. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, dans une grande partie de certains types de leucémie, et on voit des mutations dans TET2, moins dans TET1 et TET3, qui en fait, chez l'humain en tout cas, ne semblent pas aussi importants, en tout cas dans les leucémies et les lymphomes. Mais donc, ces mutations dans TET2 semblent être importantes pour les syndromes myélodysplastiques qui conduisent ensuite à des leucémies. Et donc, plusieurs papiers qui ont été publiés, en particulier, je vous les citer, par un groupe français, le groupe d'Olivier Bernard, qui était un des premiers à associer TET2 à ces cancers myéloïdes. Donc, alors, ce qui est important, c'est que ces conditions liées à ces mutations sont des cibles thérapeutiques. Et donc, je vais revenir sur ça. Ça, c'est vraiment une voie très importante maintenant, parce qu'effectivement, on peut imaginer d'essayer de traiter des patients grâce à la compréhension des voies qui sont impliquées dans TET2. Et je vais vous montrer donc, des modèles murins qui ont été créés pour essayer d'aborder le rôle des têtes dans les tumeurs. Donc, quand on délète juste une copie de TET1 ou TET2 ou TET3, on ne voit pas forcément l'apparence d'une tumeur. Donc, il faut que les deux copies soient affectées, il semblerait. Ou que deux allèles différents, double hit, vous allez voir, des têtes soient affectées. Et je voulais quand même souligner que ces protéines sont aussi impliquées dans différents types de tumeurs, pas que dans des leucémies. Dans les leucémies, on a plus avancé sur la compréhension de ce qu'elles font, mais en tout cas, elles sont aussi mutées dans d'autres types de tumeurs. Dans la plupart des cas, quand on voit des mutations dans les têtes, on voit aussi une diminution de la 5-hydroxyméthylcytosine, comme attendu, si vous avez suivi ce que je vous avais dit. Ces enzymes sont importants pour la transformation de la 5-méthylcytosine en 5-hydroxyméthylcytosine. On voit aussi un impact sur les autres formes, mais on ne sait pas encore si ça c'est quelque chose qui est relevant pour le cancer ou pas. Et donc, les mutations des têtes jouent leur rôle à quel niveau? Au niveau des tumeurs. Est-ce que c'est au niveau de la méthylation de l'ADN, c'est-à-dire on enlève la méthylation grâce à cette hydroxyméthylation d'habitude, et donc en absence des têtes, on accumule la méthylation. Donc il y a des données qui suggéraient que peut-être effectivement on a un impact, en particulier dans les éléments régulateurs. Donc en fait les mutations de tête pourraient affecter les îlots-CpG qui ne sont pas forcément au niveau des promoteurs, mais au niveau des éléments régulateurs de certains gènes. Mais ça restait quand même une question complètement ouverte. Et donc très récemment, des modèles murins commencent à être explorés.
Et je vais vous parler que d'un papier, en fait, parce que pour une question de temps. Un papier qui était publié il y a quelques mois, en fait, en novembre, par le groupe de Han-Hana Rao, qui était une des premières, en fait, à découvrir les enzymes TET. Et en fait, comme je l'ai mentionné, quand on enlève juste un allèle TET, on n'a pas de phénotype, mais ce qu'elle a fait, c'est créer une souris où TET2 était déjà délété. Elle a induit l'induction de TET3 spécifiquement dans les compartiments hématopoïétiques avec un knockout conditionnel. Donc encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc ça lui a permis d'avoir une souris qui est négative pour TET2 et en plus pour TET3 dans des voies hématopoïétiques. Et comme ça, elle pouvait, en utilisant un système inductible d'interférents, elle pouvait induire donc l'absence totale de TET2 et TET3 dans ces voies. Alors, pourquoi TET2 et TET3? En fait, TET1 n'est pas exprimé dans les voies hématopoïétiques. Donc, en fait, comme ça, elle enlève toute l'activité TET en faisant ce type de mutation. Donc, l'élimination de TET2 et TET3 conduit de manière extrêmement rapide à des leucémies avec une pénétrance totale. C'est-à-dire toutes les souris deviennent malades très rapidement. Donc, ici, vous voyez le pourcentage de survie au bout de 20 jours après injection d'interférents pour induire la délétion de T3. Vous voyez une mortalité dans le double knockout, dans les souris qui sont doublement délétées pour T2 et T3. Donc, c'est très rapide. Et donc, elle a fait toutes les analyses qui montrent que c'est très semblable à ce qu'on voit dans les maladies chez l'humain. Donc la leucémie myéloïde aiguë et les syndromes de dystrophie dysplasie myéloïde qui sont le préambule à ce type de leucémie. Donc l'analyse phénotypique et transcriptomique suggère qu'effectivement c'est le même type de syndrome. Il y a une différenciation aberrante des cellules souches hématopoïétiques et les cellules progénitrices. Donc, ça vous rappelle peut-être quelque chose que je venais de vous voir pour DNMT3A aussi. Mais ici, c'est beaucoup plus agressif que dans le cas de DNMT3A. Et elle voit donc un problème dans la différenciation des voies hématopoïétiques avec une augmentation très importante de la voie myéloïde, comme attendu, effectivement, vu le syndrome ou vu la maladie, la pathologie chez l'humain. Et donc ici, je vous montre effectivement la situation quand on fait ce double knockout. On voit que le type de voie qui est touchée, en particulier, c'est une augmentation dans des cellules myéloïdes et une diminution dans les voies lymphoïdes et érythroïdes. Donc en fait, on voit une expansion dans les cellules myéloïdes et une absence ou une perte, une diminution dans les autres types cellulaires. Donc, mais ce qui est important de savoir, c'est que le pool de cellules souches ne change pas. Simplement, il vire plus vers ces voies de cellules progénitrices myéloïdes de manière très, très rapide. Donc voilà, ça c'est juste une autre manière de vous montrer ça. Donc ça, c'est un modèle, je pense, qui est vraiment très, très puissant, qui montre effectivement qu'on peut induire un cancer très rapidement et simplement via l'absence de ces enzymes qui sont impliquées dans la production de la 5-hydroxyméthyle. Alors, le seul petit problème, c'est que finalement, les changements d'expression génique qu'ils ont trouvés corrèlent que très légèrement avec les changements au niveau de la méthylation de l'ADN. Donc en fait, dans cette étude, ils n'ont pas pu distinguer entre la méthylcytosine et la hydroxyméthylcytosine parce que en fait, la technique la plus utilisée, c'est l'analyse par changement bisulfite et malheureusement, ça ne distingue pas entre la méthylcytosine et la 5-hydroxyméthylcytosine. Mais en tout cas, ils ont regardé donc tout, méthylation et hydroxyméthylation. Ils ont vu quand même des changements entre le wild type et le knockout, surtout au niveau des régions autour des îlots CPG,
où ils voyaient qu'effectivement, il y avait une méthylation changée un peu plus lointaine des îlots CPG que dans une situation normale. Mais les effets étaient en fait pas très bien corrélés avec les gènes qui changeaient. Donc, ils se sont posé la question de les conséquences finalement de cette absence aiguë des têtes. Et ils ont regardé les voies de réparation de manière très simple en utilisant un marqueur que beaucoup de chercheurs utilisent maintenant, la gamma H2AX. Donc, c'est la forme phosphorylée d'une variante d'histone H2A qui s'appelle H2AX et qui est recrutée de manière très rapidement à des endroits d'endommagement de l'ADN, à les cassures du bleu-bras et à d'autres types de changements, modifications, enfin endommagement de l'ADN. Et donc dans une situation normale, après irradiation des cellules, issues d'une souris normale qui a ces enzymes têtes, on voit après irradiation une induction de foci de gamma H2AX, comme vous voyez ici, mais qui part très vite. Et donc ici, malheureusement, vous ne voyez pas, mais en fait, c'est quelques heures après induction, on voit les foci gamma H2AX qui indiquent que la machinerie de réparation a été recrutée. Et quelques heures plus tard, en fait, ça disparaît parce que la réparation a eu lieu et puis la vie continue. Par contre, dans les souris qui sont déplétées de tête 2 et tête 3, on voit qu'effectivement, on n'a pas cette diminution de gamma H2AX. On a des fossiles de gamma H2AX qui sont présents. Donc là, c'est dans les rats et dans la moelle osseuse, dans ces cellules, après irradiation, on voit que les fossiles de gamma H2AX continuent et qu'il y a, et là je ne vous le montre pas, mais ils ont regardé différentes protéines qui sont associées à les voies de réparation. On voit qu'effectivement, il y a un défaut de réparation de l'ADN après irradiation. Bon, il y a un petit... comment dire ça, un point qu'il faut retenir, c'est que parmi les gènes qui sont affectés au niveau de leur expression dans les souris double KO, il y a les enzymes têtes. Donc en fait, il y a les facteurs qui sont impliqués dans la réparation de l'ADN. Donc il y a une perturbation des facteurs de réparation au niveau de la réexpression, mais ça n'explique pas l'effet assez massif qu'on voit en absence des enzymes têtes. On pense qu'effectivement, ce n'est pas juste une question de niveau d'expression des facteurs qui réparent, c'est quelque chose au niveau des sites de réparation qui ne se passe pas comme il faut. Alors, c'est quelque chose de très récent, donc en fait, on n'en sait pas beaucoup plus. On sait qu'effectivement, dans ces souris qui deviennent leucémiques très rapidement, les méthylomes sont quand même perturbés, mais on n'arrive pas à corréler ça avec les changements d'expression des gènes. Peut-être c'est associé avec des changements au niveau des éléments régulateurs, et ça, c'est quelque chose qui implique une étude spécifiquement de la 5-hydroxyméthylcytosine à l'échelle du génome. Donc, c'est quelque chose qui certainement va être fait pour voir si effectivement c'est des éléments plus lointains qui sont touchés. Et il y a l'indication que peut-être le problème dans ces souris, c'est un problème de réparation et d'intégrité du génome. Et alors là, je voulais vous montrer en fait un papier qui vient de sortir il y a juste quelques semaines, où effectivement les chercheurs ont regardé la présence de cette modification qui est due aux têtes après endommagement. Et donc là, c'est en utilisant des anticorps spécifiques pour la 5-hydroxyméthylcytosine. Et ils ont pu montrer qu'effectivement, dans des cellules qui cyclent normalement, on a quand même des erreurs de réplication par exemple, ou des endommagements qui arrivent, et donc on a des fossiles gamma H2AX qui peuvent apparaître. Donc, comme vous voyez ici, donc ça c'est des cellules en culture où on peut avoir ce type de fossiles sans que ça soit une induction. Et donc, c'est comme ça qu'ils se sont aperçus en faisant une immunofluorescence avec un anticorps qui détecte la 5-hydroxyméthylcytosine en même temps que la 5-méthylcétosine. Donc, ici, c'est un anticorps qui reconnaît la méthylcytosine et ici, c'est l'hydroxyméthylcytosine. Ils ont vu qu'effectivement, ils avaient des fossiles très spécifiques avec 5-hydroxyméthylcytosine.
Et quand ils ont fait une co-immunofluorescence avec gamma-H2AX, ils ont vu qu'effectivement, il y avait un chevauchement parfait avec ces fossiles d'endommagement et cette modification, mais pas avec la 5-méthylcytosine en particulier. Avec les protéines de réparation, comme la 53BP1, qui est un des facteurs qui est recruté très rapidement à des sites d'endommagement, ils voyaient aussi qu'effectivement, là où la 53BP1 est présente, on voit aussi 5-hydroxyméthylcytosine. Donc, effectivement, il y a un lien entre la réparation de l'ADN, enfin, en tout cas, la présence d'endommagement au niveau de l'ADN et les facteurs de réparation et la présence de cette modification. Et ils ont fait des tests où on peut irradier des cellules de manière très précise, donc on peut prendre des cellules en culture et les irradier avec des filtres. En fait, on met un filtre, on permet de passer juste dans une région de la cellule l'irradiation et donc ça fait des traits ou des spots, on peut choisir la forme qu'on veut. Ici, vous voyez cette expérience où ils ont fait donc une irradiation dans certaines régions. On voit les facteurs de réparation qui sont recrutés et on voit très spécifiquement la 5-hydroxyméthylcytosine qui est présente. Par contre, on ne voit pas les autres formes d'oxydation de la cytosine, la forme cytosine et la carboxycytosine, mais ni la méthylcytosine. Donc en fait, c'est très spécifique à cette modification, cet produit d'oxydation qui se retrouve au site d'endommagement. Et quand ils ont regardé l'impact de l'absence des têtes dans cette condition-là, ils ont vu qu'effectivement, tête 2 est absolument essentielle pour le recrutement de la 5-hydroxyméthylcytosine. En absence de tête 2, on ne voit plus ce recrutement. Je ne vous montre pas ça, en fait. Je l'ai pas... Mais en tout cas, voilà, on ne voit plus ça. On recrute quand même les facteurs de réparation. Donc, cette modification n'est pas là pour recruter toute la machinerie de réparation, mais cette modification apparaît avec la machinerie. Donc peut-être elle joue un rôle. Et en effet, quand les chercheurs ont regardé la manière que ça se passe dans les cellules qui sont déplétées pour les enzymes TET, ils ont vu qu'il y a un problème d'intégrité du génome. Donc ils voient qu'effectivement, dans des cellules ES, cette fois-ci, ils voient une augmentation des aberrations chromosomales, un peu comme ce que je vous avais montré pour DNMT1. Ici, en absence de TET2 et après un stress réplicatif, et donc ça c'est l'ajout de l'afidécoline, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas on voit dans des conditions de stress réplicatif, on voit toujours des problèmes de ségrégation des chromosomes, mais c'est hautement augmenté en absence des enzymes TET. Et ici, en fait, c'est des cellules où les 3 têtes ont été délétées. Donc, c'est une triple knockout des têtes. Et on voit un pourcentage de situations anormales. Donc, ici, c'est les chromosomes qui se ségrègent. Et normalement, ici, c'est la situation normale. On voit les chromosomes en mitose. Il n'y a rien entre les deux parce que les chromosomes vont chacune dans la cellule fille. Par contre, dans une situation en absence des 3 têtes, on voit beaucoup de ces cas de figure où on voit les chromosomes qui restent, qui ne sont pas correctement ségrégés. Donc, il y a des problèmes de stabilité génomique qui sont souvent dus à une suite de problèmes de stress réplicatif mal résolus, mal réparés. Et donc, on pense que peut-être les enzymes TET jouent un rôle important dans l'intégrité génomique. Donc, mis à part le rôle éventuel que ces enzymes ont dans la régulation de la méthylation et donc dans l'expression éventuellement des gènes, il semblerait qu'un nouveau rôle, jusque-là pas tellement attendu, est en fait au niveau de la réparation de l'ADN. Donc voilà un schéma très simpliste qui vient de ce papier. Je réalise qu'en fait, je n'ai même pas cité la référence, je suis désolée. Dans le support, j'aurais mis la référence, comme ça vous allez voir. C'est un papier qui est sorti en 2016, donc en janvier ou février 2016. Donc en fait, ici, ça vous montre qu'effectivement, en présence des têtes, l'endommagement de l'ADN de différents types, irradiation ou stress réplicatif,
est résolu correctement et on voit des fossiles de 5-hydroxyméthyle. Mais en absence des enzymes TET, on a des problèmes au niveau de la ségrégation. Donc on peut voir très facilement comment ça peut participer, effectivement, conduire au processus de cancer lié à une instabilité génomique. Mais alors, ce qu'il faut donc garder en tête, c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure, c'est que DNMT3A et TET2, l'absence des deux, donne des effets très similaires dans les voies hématopoïétiques. Tous les deux, l'absence de tous les deux résulte dans le cancer. Et donc, il faut se poser la question, est-ce que c'est au niveau de la régulation des gènes qui sont impliqués dans le renouvellement de ces cellules non différentes et les cellules souches? Est-ce que c'est lié aussi à une absence de réparation correcte de l'ADN dans ces cellules? Et si vous m'avez suivi, vous devez vous poser la question de comment ça marche, parce que la DNMT3, c'est une de nouveau méthyltransférase, donc son absence doit conduire à une baisse dans la méthylation de la cytosine, tandis que la TET2, c'est une déméthylase potentielle et donc ça doit conduire à une augmentation de la méthylcétosine. Mais l'absence de tous les deux conduit à une baisse dans le taux de hydroxyméthylcytosine. Donc en fait, on peut expliquer peut-être la similitude de ces deux enzymes. Leur rôle éventuel est via la 5-hydroxyméthylcytosine plutôt que via la 5-méthylcétosine. Tout le monde, en tout cas dans le domaine de l'épigénétique, était focalisé sur le rôle de la 5-méthylcétosine. Mais ces données fonctionnelles suggèrent que c'est via la modification de 5-hydroxyméthylcétosine que les choses se passent et que peut-être le lien pourrait être au niveau de la réparation de l'ADN, mais ça peut aussi être au niveau de la régulation génique, bien sûr. Donc, la toute dernière partie de mon exposé va être sur une autre voie qui est impliquée dans la déméthylation éventuelle. En fait, c'était une découverte encore grâce au séquençage des génomes et la découverte qu'effectivement, il y avait des mutations dans une autre série d'enzymes qui sont les isocitrates déshydrogénases. Donc ça, c'était une surprise et vous allez voir, c'est un lien très, très proche avec ce que je viens de vous montrer. Donc il y a deux gènes qui codent pour ces enzymes, IDH1 et IDH2. Et en fait, les mutations dans ces gènes sont très fréquemment associées au même type de leucémie, les leucémies myéloïdes aiguës, mais aussi d'autres types de leucémies et d'autres types de cancers. Donc la prochaine fois, je vais vous parler beaucoup de ces enzymes dans les glioblastomes, par exemple. Donc on sait que, et contrairement aux têtes, dans les cas des IDH 1 et 2, ils agissent comme des oncogènes. En fait, c'est des gains de fonction de mutation. Donc, les mutations dans ces gènes produisent des protéines qui conduisent à la synthèse de ce qu'on appelle un oncométabolite, qui est la 2-hydroxyglutarate, à la place de la alpha-kétoglutarate. Donc, si vous vous rappelez, les enzymes TET, elles ont besoin de alpha-kétoglutarate pour la réactivité de transformation de méthylcytosine en 5-hydroxyméthosine. Et les IDH, en fait, quand elles sont mutées, conduisent, normalement elles produisent la alpha-kétoglutarate, mais quand elles sont mutées, elles ne produisent plus ça, elles produisent ce produit qui, en fait, empêche l'activité des têtes. Donc, la question, encore une fois, c'est comment est-ce que IDH1 et IDH2, les mutations de IDH1 et 2 conduisent à des leucémies. Donc, en fait, cette découverte était faite avant de ce que je viens de vous décrire. Donc, en 2008, il y avait un des premiers papiers qui a découvert les IDH. Et en 2009, enfin, plusieurs papiers. Donc, ici, je vous montre un des tout premiers papiers qui a lié ces mutations et des leucémies. Donc, en fait, des mutations gain de fonction, comme je l'ai dit. Donc, il suffit d'un changement d'une acide aminé
pour changer la fonction de ces enzymes. Et donc, en regardant une cohorte de patients atteints de ces leucémies, ils ont trouvé, et des méthylomes, il a été trouvé qu'effectivement les mutations dans ces facteurs est très souvent associées, et associées avec un profil très particulier, avec une hyperméthylation globale. Donc, contrairement à la plupart des autres tumeurs dont je vous avais parlé, ou les hypométhylations, ici, ils ont trouvé qu'effectivement, il y a une hyperméthylation liée à ces mutations. Et donc, l'expression de ces formes mutées conduit à une augmentation de la 5-méthylcétosine globale. Et ils ont pu montrer qu'effectivement, les mutations IDH1 et 2 inhibent la réaction d'hydroxylation, donc la production de la 5-hydroxyméthyle qui est produite par la tête 2. Donc, ici, je vous montre la manière que les chercheurs ont regardé. Donc, le taux de méthylation, donc en rouge, c'est plus de méthylation. Donc là, on parle de méthylcytosine. Plus de méthylation, moins de méthylation. Et donc ici, c'est les échantillons normaux. Et en fait, ici, à chaque fois, ils ont fait une clusterisation, en fait. Donc à chaque fois, on regarde différents gènes qui sont méthylés ou pas dans différentes patients. Et en fait, vous voyez qu'il y a le taux normal de méthylation ici. Donc ici, c'est une situation IDH mutée. Et vous voyez qu'effectivement, il y a beaucoup plus de méthylation, donc beaucoup plus de rouge et de noir que de vert dans des situations mutées, que ce soit les mutants IDH ou les mutants TET. Donc effectivement, il y a un impact massif, il semblerait, sur la méthylation, parce qu'ils ont fait une analyse génome-wide dans ces cas, dans ce contexte de méthylation, dans ce contexte de mutation dans ces enzymes IDH1 et 2. Donc le fait qu'on voit le même type de leucémie, les mêmes profils aberrants de méthylation dans IDH2 et TET2, ça conduit à penser qu'effectivement, c'est les mêmes voies qui sont touchées. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne comprenons toujours pas exactement quelles sont ces voies. Est-ce que c'est au niveau des gènes qui sont dérégulés ou est-ce que c'est au niveau de quelque chose associé à la réparation aberrante de l'ADN? Donc voilà. Même si nous ne comprenons pas encore les voies précises qui sont affectées dans ces tumeurs, ce qui est clair, c'est que dans ces deux types de mutations, dans des voies IDH ou les TET, on produit un type de tumeur très spécifique. Et pour la première fois, il y a cette association donc, avec le métabolisme, parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, ces enzymes sont absolument critiques pour produire les métabolites qui sont associés avec l'activité de ces ces enzymes TET, mais aussi d'autres enzymes qui ont besoin de méthylés. Donc là, je vais terminer. En fait, je vais revenir sur cette diapo quand je vais introduire mon prochain cours, mais en tout cas, les chercheurs ont produit des souris où ils ont muté précisément l'acide aminé qui est muté dans un de ces mutations qu'on trouve chez l'humain, donc l'arginine 132. Donc, ils ont produit des souris où ils ont muté cette arginine. On voit exactement le même type de phénotype. Mais on voit non seulement un effet sur la méthylation de l'ADN, mais aussi un effet sur la méthylation des histones. Donc, il semblerait que ces enzymes sont importants pour la méthylation de l'ADN, pour l'état de méthylation de l'ADN, mais aussi pour l'état de méthylation des histones et peut-être d'autres protéines. Donc je vais, je pense, terminer là parce que je suis déjà à 5h30. Mais en tout cas, voilà, ça c'est une dernière étude qui a été publiée qui montre que quand on a une mutation dans IDH et des glioblastomes, pour donner un peu une idée des voies qui sont affectées, en fait,
on voit que certains sites qui sont affectés ne sont pas au niveau des promoteurs, mais au niveau des séquences qui sont associées à longue distance de ces gènes, donc dans ces domaines d'organisation que j'ai déjà mentionnés, qui sont les domaines d'organisation topologique. Et en fait, les chercheurs ont montré que les facteurs qui s'élient à une signature très précise, donc un facteur qui s'appelle CTCF, est sensible à la méthylation, et donc en absence de IDH, on a une désorganisation normale de ces domaines d'interaction. Et donc, en fait, les éléments régulateurs, normalement, qui doivent aller s'associer avec certains gènes, est perturbé. Et donc, on a une activation anormale d'oncogènes due à l'absence d'IDH. Donc, je pense que là, je vais très loin et c'est peut-être un peu compliqué. Je vais revenir sur ce point-là. Mais en tout cas, le point important à retenir, c'est qu'effectivement, les mutations dans ces voies semble être critique pour l'organisation, le voisinage des gènes. Donc ces éléments régulateurs sont sensibles à la méthylation, aux facteurs qui s'associent, et ça semble avoir un impact sur l'expression d'oncogènes qui pourraient participer à la tumorigénèse, en tout cas dans le cas des glioblastomes. Dans les cas des leucémies, ça n'a pas été encore étudié. Donc voilà, ici je vous remontre le cycle dans lequel IDH 1 et 2 sont impliqués. Donc comme je l'ai dit, normalement ils sont impliqués dans la production de l'alpha-kétoglutarate, mais en situation mutée, ils produisent la 2-hydroxyglutarate, et donc ça empêche l'activité de plusieurs enzymes, plusieurs déméthylases comme la TET2 et d'autres enzymes comme les déméthylases LSD1 et des méthyltransférases. Donc en fait, il semble absolument critique d'avoir cette voie intacte pour la modulation du méthylome, que ce soit au niveau de l'ADN, mais aussi au niveau des protéines. Et donc, cette voie peut avoir un impact à plusieurs niveaux épigénétiques. Voilà, donc je vais conclure là pour vous dire qu'effectivement, les mutations dans les enzymes qui sont importantes pour la méthylation de l'ADN sont fréquentes dans différents types de cancers, en particulier dans les leucémies et les lymphomes, mais aussi dans d'autres types de tumeurs. Il a été montré qu'effectivement la méthylation de l'ADN est dynamique au cours de la transformation hématopoïétique, et donc peut-être c'est pour ça que ces facteurs jouent leur rôle dans la tumorigénèse. Il y a des phénotypes semblables quand on fait le knockout de la de novo méthyltransférase DNMT3A et les déméthylases TET2, T3. Donc on a de façon aiguë. Donc on a une augmentation des cellules souches non au moins différenciées, les cellules progénitrices, et donc on a une augmentation des voies myéloïdes. Mais comme je l'ai mentionné, l'absence de DNMT3 normalement doit conduire à une baisse de la 5-méthylcytosine, alors que l'absence des enzymes TET et des IDH doit conduire à une augmentation de la 5-méthylcytosine. Mais on a finalement le même phénotype. Donc, nous pensons actuellement que probablement c'est parce que, dans tous les cas, ce qui est affecté par la baisse de de novo méthyltransférase ou l'augmentation ou l'absence des têtes, donc c'est la perturbation des produits 5-hydroxyméthylcytosine. Et quel est le rôle de la 5-hydroxyméthylcytosine qui conduit à la tumorigénèse? Comme je l'ai dit et passé très très rapidement, au niveau de la régulation des gènes, probablement c'est au niveau des éléments régulateurs à longue distance et dans l'organisation du chromosome, et aussi peut-être dans la réparation, dans les voies de réparation de l'ADN. Mais peu importe les fonctions, nous pensons que cette perturbation des voies de méthylation est très importante de point de vue clinique, parce que ça permet de définir des sous-types précis de leucémie et de lymphome, et aussi de glioblastome, comme vous allez le voir la prochaine fois. Donc ça a une valeur prognostique très importante, et aussi une cible thérapeutique très, très importante. Voilà, et donc je termine ici, et on va continuer sur cette même voie en touchant, comme je l'ai dit, plus à des facteurs
associés aux histones et facteurs de remodelage, mais toujours avec les mêmes acteurs, comme les protéines IDH. Donc dans 2 semaines, parce que lundi prochain, c'est lundi de Pâques. Et donc le 4 avril, il y aura la deuxième partie de ce cours. Et le 6 avril, il y aura le dernier cours qui est consacré là plus sur la partie thérapeutique. Voilà, et je vous remercie.